On est à peu près une quinzaine de personnes dans la salle, quarantaine en ligne, je crois. 86 en ligne. Waouh, vous êtes populaires, Florence et Nicolas. Alors, bienvenue sur cette activité de la chaire LR Wilson que l'on fait cette année conjointement avec l'OPIA, l'Observatoire en IA, qui est basé à l'Université Laval, avec Sébastien Gantz, qui est professeur en informatique, qui travaille en vie privée à l'UQAM. On co-dirige depuis un an maintenant et on fait donc venir notamment des intervenants pour parler de leurs différents travaux. Et d'ailleurs, pour ceux qui seraient vraiment, j'en suis sûr, auraient envie d'en savoir davantage plus sur Florence Jessel, qui va être l'intervenante principale. Florence, vous faites chez Sébastien Gantz, dont je parlais de toi à l'instant, à l'UQAM, mercredi prochain, une autre conférence, plus généralement sur la gouvernance. Là, aujourd'hui, on va parler d'assurance et d'assurabilité, et notamment qu'est-ce qui change avec les technologies en général et l'IA en particulier, en termes de responsabilité. Là, j'ai eu le privilège de lire un petit peu la présentation de Florence Jessel, donc je disais qui sera l'intervenant première. Et conformément à une formule que l'on fait souvent, on aime prendre le prétexte d'un intervenant ou d'une intervenante à prendre le prétexte d'avoir un point de vue externe ou avec un répondant. Et en l'occurrence, ce sera le professeur Nicolas Vermès qui jouera ce rôle, généralement 10-15 minutes, là, suivant l'heure du moment. Alors voilà, la table est très vitement. Vous avez sans doute vu les CV des deux intervenants. Alors très très rapidement, professeur Florence Gessel est française, professeure à Nancy, enfin Nancy-Lorraine, c'est Nancy? C'est Lorraine maintenant, parce qu'il y a plusieurs antennes. Mais Nancy principalement, oui. Euh, il y a longtemps, je donné une conférence à Nancy à l'époque, mais je comprends que maintenant Euh, et qui a fait sa thèse à Paris 1, qui détient une chaire en France sur Digital Governance and Sovereign Teacher à Sciences Po Paris, et qui actuellement est professeur invité en droit privé à Stanford depuis une couple d'années maintenant, je pense. Depuis septembre 2023. Ouais, 2 ans. Et, euh, et c'est intéressant avec Florence, qui encore une fois a beaucoup travaillé. Moi, c'est comme ça que je vous ai connu, je vous ai vu, qui a beaucoup travaillé sur les questions de gouvernance dans une approche très comparée entre Europe, Amérique, et en l'occurrence France, États-Unis. Je n'irai pas plus loin là, mais ceux, encore une fois, qui voudraient en savoir plus, un court CV est sur la page de la chaire. En réponse, et là, j'ai pas besoin de notes, c'est Nicolas Vermès, que je connais un petit peu, qui est professeur en droit des technologies depuis un peu plus de 15 ans maintenant, qui est directeur depuis 2022, ça je le sais, je pourrais dire la date, 1er juin 2022, qui est directeur du CRDP, sur justement, notamment, qui travaille depuis une quarantaine d'années, notamment sur les enjeux entre droit et numérique. Et avec carte blanche totale, il répondra de manière assez instinctive sur les premiers propos donc, qui auront été tenus par Florence. Donc à peu près 30, 35, 40 minutes pour Florence, 10, 15 minutes pour Nicolas, ce qui nous permettra, avec la salle en présence et en ligne, de discuter avec les intervenants. Je mettrai Lucas peut-être en charge de recevoir, parce que le plus simple, c'est peut-être par écrit, là, pour ceux qui sont en ligne, de poser les questions par écrit, donc de venir de San Francisco, c'est arrivé hier, je pense. Excusez-moi, bonjour. Euh, Bonjour et merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être à Montréal. Je suis venue à Montréal il y a peut-être 4 ans, euh, invitée par le laboratoire de cyberjustice. Donc, il avait déjà été beaucoup question d'IA et j'ai l'impression qu'en 4 ans, il s'est passé
presque un siècle, en tout cas dans ce monde de l'IA sur lequel je travaille depuis quelques années. Donc j'ai effectivement rejoint Stanford en septembre 2023 en étant un peu l'européenne chargée d'abonder la réflexion sur la gouvernance de l'IA et la régulation de l'IA. Avec effectivement à l'époque un très fort intérêt sur ce qui était en train de se passer dans l'Union européenne, à savoir la rédaction de l'AI Act, de la loi du règlement sur l'IA, qui est aujourd'hui dans sa phase de mise en œuvre, mais qui fait aujourd'hui aussi l'objet de critiques et d'amendements probablement à venir. Et c'est ce que les Américains ont tendance à présenter comme une tentative de régulation ex ante. Et c'est vrai que dans cette AI Act, il y a toutes sortes de dispositions. Pardon, si mes slides sont en anglais, j'espère qu'elles sont quand même relativement claires. Mais enfin, l'idée est quand même dans ce règlement sur l'IA d'imposer un certain nombre d'obligation à ceux qui développent les grands modèles d'IA, les modèles de fondation, à ceux qui développent des applications et qui doivent se livrer à toutes sortes de précautions, de vérifications, veiller à entraîner leur modèle à partir de jeux de données qui soient suffisamment de bonne qualité, qui protègent les données personnelles, etc. Et ce modèle européen a peut-être moins d'audience aujourd'hui que ça n'a pu être le cas par le passé. Pourquoi? Parce que si vous suivez l'actualité aux États-Unis, vous savez qu'il y a aujourd'hui un défenseur, même quelques-uns, acharnés de la régulation à l'européenne, qui se trouve être à la Maison-Blanche. Et donc aujourd'hui, on a quelques États, enfin, un certain nombre d'États américains qui ont adopté des lois très vraiment qui se concentrent sur certains types de problématiques, mais pas vraiment de démarche de réglementation, de régulation très large comme on la voit en Europe. Et il y a très peu de pays au monde dans lesquels on a vraiment régulé. Il y a une loi qui a été adoptée en Corée du Sud, mais qui est qui est moins ambitieuse dans son champ d'application que que le règlement sur l'IA. Alors, pourquoi aujourd'hui m'intéresser à la responsabilité et l'assurance? Et bien, tout simplement parce que on s'aperçoit qu'il est très difficile. Je m'excuse de vous interrompre. Vous devriez peut-être expliquer ce qu'est un règlement en Europe. D'accord. Parce qu'ici, ils ne sont pas familiers avec ça, là, un règlement de la communauté. Ah, d'accord. Alors, écoutez, c'est effectivement des textes qui sont des textes supranationaux qui sont adoptés par l'Union européenne. Et l'Union européenne a deux options, en fait, quand elle cherche à harmoniser les législations au sein de l'Union. Le premier qui a été très largement favorisé depuis la naissance de l'Union, c'est la voie des directives, c'est-à-dire des textes qui vont obliger les États à adopter dans leur législation nationale un certain nombre de dispositions, donc qui vont les obliger à transposer dans leurs droits nationaux les dispositions prévues par le droit de l'Union, et les règlements qui sont, eux, des textes qui s'appliquent uniformément et de manière immédiate dans l'ensemble des pays de l'Union. Et pour la technologie, après avoir utilisé la voie de la directive, par exemple en matière de données personnelles, depuis maintenant une dizaine d'années, les autorités de l'Union européenne choisissent la voie du règlement. Pourquoi? Parce que ça permet une meilleure harmonisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le passage par une transposition en droit national, et aussi parce que ça s'applique de manière immédiate. Et donc, c'est ce qui se fait, c'est ce que l'on fait aujourd'hui beaucoup en matière de régulation de la technologie. Ça a été le cas avec le règlement général sur la protection des données qui a été adopté en 2016. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de règlements européens qui portent sur la technologie. Donc, le règlement sur l'IA en fait partie, avec une entrée en vigueur qui a eu lieu l'année dernière, mais avec une mise en œuvre qui s'étale dans le temps pour ces dispositions. Alors, ce modèle, comme je viens de le dire, il n'a pas convaincu, ou en tout cas, il ne s'exporte pas vraiment. L'Union européenne a été très critiquée pour cette démarche, même au sein de l'Union. Quelqu'un comme Mario Draghi a
produit un rapport très critique en disant on est en train de se faire mal avec des réglementations trop détaillées, trop contraignantes. Or, l'IA, c'est un enjeu en termes d'innovation. Alors, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que ces textes sont très difficiles à mettre en œuvre parce que ça veut dire, et c'est vrai pour toutes les réglementations qui portent sur la technologie, je ne sais pas comment je peux aller en arrière. Pouvoir le faire pour vous aussi. Voilà, non, c'est bon. Voilà. C'est très difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces dispositions sont mises en œuvre au niveau de l'Union européenne et il faut avoir des experts, des gens qui connaissent très bien la technologie et qui aient aussi accès aux données et à ce qui se passe dans ces entreprises privées. Donc ça, ce sont des enjeux et des défis auxquels l'Union européenne est aujourd'hui confrontée dans la mise en œuvre de ces textes. Alors, il y a autre chose aujourd'hui que, après avoir beaucoup travaillé sur ce règlement sur l'IA et ce qu'on peut voir un peu de similaire dans le reste du monde, il y a un point sur lequel on a, pour l'instant, peu investi, en tout cas, il y a peu de travaux, c'est l'approche que les Américains appellent une approche ex post, qui est plutôt d'envisager non pas la gestion des risques de l'IA ou la réduction des risques de l'IA via la mise en œuvre d'obligations qui s'imposent aux développeurs et aux déployeurs des systèmes d'IA avant le déploiement de leur système, mais plutôt via une réflexion sur la responsabilité. Et les Américains sont en train de beaucoup réfléchir à cela en se disant, bon, bah, on a une administration fédérale qui ne veut pas d'une réglementation ambitieuse sur l'IA. On a quand même des entreprises d'IA et des grands développeurs qui créent des risques pour la société. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer à long terme. Et donc, il y a un point sur lequel on peut essayer de voir comment agir pour les obliger à être un peu plus précautionneux, c'est celui de la responsabilité. Et vous savez qu'aux États-Unis, quand on parle de responsabilité, ça peut chercher relativement loin. On ne connaît pas en France l'équivalent des fameux punitive damages qu'il y a aux États-Unis. Mais enfin, les entreprises d'IA sont en train de réfléchir assez sérieusement à la question depuis que Tesla a été condamné à payer des dommages et intérêts punitifs relativement substantiels l'été dernier par une juridiction de Floride. Donc, c'est aujourd'hui un point qui attire beaucoup l'attention dans les milieux américains, notamment tous ceux qui cherchent à s'intéresser aux risques de l'IA, parce qu'ils se disent, eh bien, à ce moment-là, il faut qu'on arrive à trouver ou à promouvoir un régime de responsabilité qui soit approprié et qui soit suffisamment incitatif pour les entreprises d'IA, pour faire en sorte que les risques soient effectivement maîtrisés et réduits. Alors, bien évidemment, il faut se poser la question de qui est le mieux placé pour réduire ces risques. Est-ce que c'est celui qui développe le modèle de fondation, c'est-à-dire, prenons l'exemple de GPT pour prendre OpenAI, on peut prendre l'exemple de Gemini, qui sont des modèles que l'on peut ensuite utiliser pour développer des applications plus précises, comme des chatbots par exemple, ou est-ce qu'il faut plutôt faire peser la responsabilité sur ceux qui, à partir de ces modèles de fondation, vont développer des applications plus spécifiques. Alors, ça peut être des chatbots, mais ça peut être beaucoup d'autres choses, puisque aujourd'hui, au sein des entreprises, on utilise ces très grands modèles pour automatiser un certain nombre de fonctions avec des risques internes, alors qu'ils ne sont pas nécessairement des risques auxquels le consommateur est directement confronté. Mais si on prend l'exemple des agents d'IA, par exemple, aujourd'hui, ces agents autonomes d'IA, ils sont de plus en plus développés dans les milieux financiers et par toutes les grandes entreprises, les grandes banques. Je donner l'exemple d'American Express, par exemple, puisque je connais l'équipe qui s'occupe de ça, qui est en train de développer des projets très ambitieux qui mettent en place des agents d'IA. Alors, dans ce cadre-là, et étant donné la complexité du sujet, on peut se dire, ben oui, la meilleure façon d'inciter à réduire les risques, c'est d'agir sur le terrain de la responsabilité en disant bien à ces entreprises d'IA, bien, vous serez responsable si vous êtes négligent, vous serez responsable vous serez responsable sans faute dans certaines circonstances, dans certains cadres.
Alors, bien évidemment, la question, c'est d'arriver à suffisamment comprendre les risques et l'écosystème, et notamment ce que l'on appelle la supply chain, la chaîne de valeur, pour avoir des règles de responsabilité qui soient adaptées. Mais encore une fois, on ne peut pas réfléchir à ce sujet en mettant de côté la question de l'assurance, puisqu'on va vous dire, ah bah oui, mais de toute façon, ces grandes entreprises, elles ont des assureurs, et donc elles ne sont pas incitées à réduire leurs risques, puisque derrière, elles savent que l'assureur va prendre en charge s'il y a un sinistre qui se produit. Alors c'est quand même un peu plus compliqué quand on réfléchit bien à la question. Je vais peut-être pas passer trop de temps sur la gentille. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et pour bien réfléchir à la question, il faut regarder un peu ce qui se passe dans le domaine à l'heure actuelle. Alors là encore, je vais donner quelques exemples qui viennent des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on sait quand même, on se pose toujours la question, et on se l'est beaucoup posé depuis un certain nombre d'années, de savoir si les systèmes d'IA peuvent être considérés, par exemple, comme des produits sur le terrain du droit de la responsabilité des produits défectueux. Et c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'a jamais été véritablement accepté aux États-Unis, avec toutefois une évolution à la lumière de ces contentieux que vous avez probablement vu passer dans la presse, parce qu'il y a chaque nouvelle affaire est plus grave que la précédente, où l'on voit des utilisateurs de ces chatbots commettre des suicides après avoir interagi de manière très approfondie pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avec le chatbot, et le chatbot finit par donner des conseils de suicide. Le dernier en date, que j'ai intégré un peu à la dernière minute les slides là-dessus, parce que vraiment ce cas est terrifiant, vous l'avez sûrement vu dans la presse, que c'était tout récent, un jeune, il n'était pas si jeune, il avait 29 ans, qui a interagi avec Gemini pendant plusieurs semaines, et globalement, il a eu une histoire d'amour avec cette IA, ce chatbot, qui a réussi à le convaincre qu'il était réel, enfin que c'était sa femme, il en parlait comme sa wife, et il lui a dit, si tu veux me rejoindre, alors il y a eu des tentatives pour se procurer un robot, enfin, c'est rocambolesque, et pour finir, le chatbot l'a convaincu que pour qu'ils soient enfin ensemble, il fallait qu'il commette un suicide, et il s'est suicidé en octobre dernier, et la famille aujourd'hui agit contre Google. Et quand on regarde, j'ai lu la plainte, alors ce sont des faits allégués, hein, mais c'est relativement effrayant de voir l'échange avec avec l'outil. Alors, dans ce cadre-là, et là, c'est l'un des premiers, hein, Garcia, c'est l'une des premières affaires à ce sujet, c'était un adolescent de 14 ans, et dans ce cadre-là, le juge a accepté l'idée que ce chatbot puisse être considéré comme un produit. Alors, c'était un jugement préliminaire, on n'a pas encore vraiment de jurisprudence là-dessus, mais enfin, on arrive à une situation où les tribunaux américains commencent à voir ces agents d'IA, ces chatbots, comme des produits sur le terrain du droit de la responsabilité défectueux, et donc ça va continuer. Là, je vous parle donc de l'affaire de Jonathan Gavalat que j'évoquais il y a quelques minutes, et qui aussi est une affaire. Alors c'est l'une des premières affaires dans lesquelles on utilise le terme de wrongful death à l'encontre de Google, mais dans lequel on utilise le droit de la responsabilité pour faute et le droit de la responsabilité des produits défectueux. Donc on commence à avoir un embryon de jurisprudence sur ce sujet, mais ça reste très embryonnaire pour l'instant aux États-Unis. On va avancer. Je ne sais pas si c'est vous qui faites avancer. Parce que il faut viser là, en fait. Ah, il faut viser là, d'accord. Depuis tout à l'heure, je le fais, mais c'est. Et si je fais là, ça. Alors, je pense qu'il y a un problème avec l'écran en plus. Ouais, regardez, là, on est à négligence sous le droit américain. Voilà. Alors oui, j'ai juste une remarque. Bon, sur le terrain de la négligence, c'est plus simple hein, d'agir aux États-Unis, mais il faut quand même prouver la négligence du développeur.
ou du déployeur du modèle d'IA. Et quand vous avez Google, ils ont fait un communiqué, Google, dans cette affaire toute récente, où ils ont fait, on fait tout ce qu'on peut, on fait des tests, on fait très attention, mais le comportement de ces systèmes d'IA est imprévisible. Et le comportement du système d'IA, il est en plus dépendant des interactions, c'est-à-dire que l'IA évolue en permanence, et donc, et ça va être, j'en ai peur, un boulevard pour les défendeurs, c'est de dire, mais tout dépend des prompts, tout dépend de ce qu'on entre dans l'outil, et donc, moi, voilà, ce que je pense voir venir. Alors, est-ce que ça va être la faute de la victime? Je ne sais pas quel va être le terrain juridique pour se défendre sur ces questions-là, mais euh, euh, établir la négligence ne va pas être une mince affaire. Et donc, on est aujourd'hui avec un certain nombre d'affaires pendantes aux États-Unis, tandis que dans l'Union européenne, on a une directive sur les produits défectueux qui vise clairement les systèmes d'IA et qui permet d'arriver à la conclusion que le système d'IA est défectueux s'il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, qui est la définition du produit défectueux en droit de l'Union européenne. Et donc là, je pense qu'on peut supposer que des affaires similaires qui se dérouleraient dans l'Union européenne donneraient probablement lieu à un jugement décidant que un chatbot qui vous convainc de vous suicider ne présente pas forcément la sécurité à laquelle vous pouvez légitimement vous attendre, étant quand même précisé que les moyens de défense que je viens d'évoquer, notamment le fait qu'il y a des interactions avec la victime, pourraient quand même fonctionner sur ces terrains-là. Donc voilà où on en est pour ce qui relève du droit positif pour l'instant, c'est-à-dire pas très loin, avec quelque chose de très incertain. Et l'idée, ce serait qu'on arrive à trouver un système qui permettrait d'avoir des règles de responsabilité de nature à inciter à la précaution. Et ça, c'est pas quelque chose de très nouveau. Pourquoi? Parce que, et ça c'est très vrai aujourd'hui, lorsqu'on adopte le point de vue des collègues américains avec lesquels je travaille quotidiennement, puisqu'il y a eu une doctrine américaine très fournie sur ce qu'est cette question de ce qu'on appelle la deterrence, c'est-à-dire les conditions auxquelles les règles de responsabilité civile peuvent inciter à des comportements précautionneux. Alors moi j'aurais envie de dire, bah oui, mais il n'y a pas que cela quand même dans les objectifs de la responsabilité civile. Il faut aussi s'assurer que l'allocation des risques est pertinente, que voilà, on est dans un système qui alloue le risque à celui qui est le mieux placé pour le supporter, et puis s'assurer aussi que la compensation, que la réparation est effective. Alors, je vais passer un peu vite sur toutes ces questions. J'aurais envie de souligner quand même le problème des hallucinations qui est probablement le plus saillant lorsqu'on regarde la responsabilité du fait de l'IA. Est-ce que chacun est familier avec cette question de l'hallucination? D'accord. Alors, le problème de l'hallucination, et ça c'est vraiment ce que j'évoquais à l'instant, c'est que le développeur vous dira, mais d'abord, les hallucinations, on ne peut pas les prévoir, on ne peut pas les anticiper. On peut, à la rigueur, en apportant beaucoup de soins au développement du modèle, c'est-à-dire avec des jeux de données de très bonne qualité, avec des tests, on peut essayer de réduire le taux d'hallucination, mais on ne peut pas garantir qu'un modèle ne va pas halluciner. Et donc, quand on regarde les rapports que sortent régulièrement les entreprises d'IA sur ces sujets, parfois elles sont elles-mêmes surprises du taux d'hallucination que certains modèles présentent. Ça a été le cas du modèle 4O de OpenAI, qui a présenté un taux d'hallucination très élevé, et OpenAI a lui-même déclaré on ne sait pas l'expliquer, on va regarder. Bon. Donc c'est assez inquiétant, mais ça veut dire aussi que toutes les théories de la deterrence, c'est-à-dire l'idée qu'on va allouer le risque à celui qui est le mieux placé pour le réduire, fonctionne pas très bien dans ce cadre-là. Et donc, dans ces cas-là, comment fait-on et est-ce qu'il ne faudrait pas juste se dire, la règle de responsabilité, elle doit d'abord servir la victime, on va rendre responsable celui qui est, ce que les Américains appellent la deep pocket, celui qui est le mieux placé pour
prendre en charge le dommage. J'ai des collègues qui plaident, alors ça c'est plus en Europe, les Américains, je crois qu'ils auraient probablement peur du vent de protestation que cela générerait dans les entreprises technologiques, mais certains qui pensent qu'on doit ou peut avoir une responsabilité sans faute du développeur, du fournisseur du produit d'IA lorsque le modèle hallucine. Avec quand même beaucoup de difficultés, là encore. Pourquoi? Déjà, il faut commencer à définir l'hallucination. Est-ce que l'hallucination, c'est juste une information erronée, par exemple un article qui est complètement inventé? C'est arrivé, peut-être nous arriver à tous dans nos séminaires, avec un étudiant qui vous dit j'ai travaillé sur l'article de Madame Zell, mais j'ai jamais écrit cet article. Moi, ça m'est arrivé une fois. Et donc, est-ce que c'est que ça, l'hallucination, ou est-ce que c'est aussi quand le chatbot évolue de manière totalement improbable et se met à convaincre son utilisateur de commettre un suicide ou d'arrêter ses médicaments, parce que ça aussi c'est arrivé. Et donc, là encore, on a très peu de problèmes, très peu de réponses à ce problème. Et donc, du coup, ça nous renvoie à la question de l'assurance. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui se dit beaucoup dans ce monde de la deterrence, de la modération des risques, qui est que finalement, peut-être plus encore que la responsabilité, c'est l'assureur qui peut jouer le rôle du régulateur et de celui qui impose des mesures de précaution. Et ça, c'est une ligne de réflexion qui... alors un des articles fondateurs en la matière, c'est l'article de Log et Benchard de 2012, dans lequel il présente les assureurs comme des régulateurs en disant, écoutez, c'est très simple. Au lieu d'avoir l'Union européenne, la Commission qui sort des lignes directrices en disant vous devez développer vos modèles comme ci, comme ça, les tester, bien réfléchir avant de les déployer, etc. On va avoir un assureur qui dit je vous couvre que si vous avez une politique de sécurité, vous avez une politique de test, vous avez une politique avec des audits par des tiers indépendants. Et donc cette idée de l'assureur comme régulateur, elle est aujourd'hui, et je vis dans la Silicon Valley, il n'y a plus un séminaire où on n'en parle pas. C'est-à-dire avec une sorte d'idée que finalement, ce sont les assureurs qui vont jouer ce rôle-là pour nous éviter le pire, ou pour essayer en tout cas de réduire les risques. Et ça pose pas mal de difficultés concrètement. D'abord parce que la demande d'assurance, elle vient aujourd'hui des entreprises de moyenne taille, et notamment de ceux qu'on appelle les déployeurs, ceux qui vont prendre un grand modèle d'IA, un modèle de fondation, et sur cette base développer une application spécifique. En revanche, quand on prend les 4-5 très grandes entreprises d'IA, soit elles ne sont pas assurées, parce qu'elles estiment qu'elles ont de toute façon les moyens financiers de faire face, soit elles ont des systèmes d'assurance via des captives, c'est-à-dire pardonnez-moi, les mots me viennent en anglais certains jours, des subsidiaries, des filiales d'assurance qui vont jouer le rôle d'un assureur, mais qui vont pas avoir ce rôle d'assureur régulateur. Pourquoi? Parce que vous avez une captive qui est votre filiale, elle va pas venir vous dire ah ben non, mais avant de déployer la dernière version de GPT, vous allez faire tel test et tel test et tel test et faire un audit par tel ou tel cabinet indépendant. Donc c'est un problème. Pourquoi? Parce que ce jeu vertueux de l'assurance peut ne pas fonctionner. Et donc, ce que l'on voit aujourd'hui dans le marché de l'assurance, justement, c'est qu'effectivement, les assureurs tentent de répondre à la demande des déployeurs, et notamment des entreprises de moyenne, petite taille, qui ont un vrai besoin d'assurance, mais le font de manière relativement mesurée, très prudente. On a commencé par des polices, qui intégraient le risque d'IA de manière silencieuse. C'est ce qu'on appelle le silent AI coverage, c'est-à-dire le risque d'IA, il est réintégré dans les risques
d'activité de l'entreprise sans qu'on évoque l'IA dans la police. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que progressivement, on voit des clauses d'exclusion qui apparaissent, c'est-à-dire que l'IA finit par être exclue. Pourquoi? Parce que les assureurs se rendent compte que ça peut peut-être les emmener relativement loin s'ils s'engagent là-dessus. Alors, parallèlement, eh bien, on voit arriver des polices relativement spécifiques pour couvrir des risques spécifiques de l'IA. Par exemple, le copyright. Comme on sait que les contenus générés par les IA peuvent violer les droits d'auteur, eh bien, il y a des assureurs aujourd'hui qui disent ça, on peut l'assurer. Mais c'est au compte-gouttes, c'est risque par risque, et c'est extrêmement prudent. Sur le fond et sur les risques les plus globaux, les assureurs sont vraiment prudents. Il y a eu un rapport sorti cet automne par une association qui s'appelle la Geneva Association, qui a publié un rapport qui récapitule un petit peu où on en est et qui se révèle très prudent et qui met précisément en cause l'assurabilité des risques les plus spécifiques de l'IA, en disant mais on voit même pas comment on peut quantifier, on peut même calculer le montant d'une prime. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de données passées. De toutes les façons, même quand on a des données passées, il suffit d'une mise à jour du modèle, d'une évolution, et les données passées ne peuvent pas renseigner le futur. Et on a très peur aussi de ce qu'ils appellent les risques en série, c'est-à-dire que vous avez par exemple un modèle de fondation qui présente une vulnérabilité ou une difficulté qui est utilisé pour une myriade d'applications. Et donc ça veut dire que s'il y a un problème à un moment donné, le problème se réplique. Et donc ça fait très peur aux assureurs. Donc ils sont extrêmement prudents, avec dans le même temps, et je vais voir justement à la fin de la semaine les équipes de Mila. Pourquoi? Parce que j'ai vu, totalement par hasard, mais Yoshua Bengio il y a 2 semaines, dont c'est aujourd'hui l'une des marottes, qui est de dire il faut qu'on arrive à trouver une solution pour imposer l'assurance obligatoire, avec en face des économistes ou des assureurs qui disent mais c'est pas possible. Voilà. Alors, pour l'instant, on en est là dans ce débat. Il y a ici sur ma table derrière Munich Re, j'ai eu l'occasion d'échanger pour Munich Re, qui sont les plus aventureux, je pense, en termes de couverture des risques d'IA, qui pensent qu'ils peuvent arriver à avoir un modèle probabiliste qui soit soutenable, qui leur permettrait, par exemple, de couvrir les hallucinations. Mais j'ai parlé avec d'autres entreprises d'assurance, comme par exemple AXA, qui n'est pas assurable. Ce n'est pas assurable. On ne peut pas assurer les hallucinations comme ça de manière. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas parce qu'ils ne nous disent pas, il y a beaucoup de choses qui sont confidentielles. Oui. Écrit, là, c'est surtout un réassureur. Oui, alors. Dans un fond, c'est parce que les assureurs n'ont pas les moyens d'offrir des polices AI. Oui. Alors, le réassureur est en train de monter un programme qui va permettre aux assureurs de prendre ce risque-là. C'est mon interprétation. Oui, voilà, tout à fait. Et donc, voilà globalement où on en est, mais ça me paraît pour l'instant. Alors, ce que j'ai fait, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des interventions. Alors, je suis au début de ce travail, et donc j'ai commencé à discuter avec les grandes entreprises d'assurance qui ne disent pas tous, et notamment avec les réassureurs, qui ne disent pas tout. C'est-à-dire que ou alors on accepte de vous parler à condition que vous signiez un accord de confidentialité, ce qui pour un universitaire présente un intérêt limité, parce que vous ne pouvez pas exploiter les informations. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, alors dans la Silicon Valley par exemple, il y a cette entreprise qui s'appelle AIUC, Artificial Intelligence Underwriting Company, qui communique beaucoup sur son objet consistant à assurer les risques de l'IA. J'ai du mal à avoir plus d'informations sur comment leur système fonctionne. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont complètement intégré cette logique de l'assureur comme régulateur. Et donc, ils travaillent à des certifications. Donc, par exemple, ils ont créé une certification pour les agents d'IA. Donc, ils travaillent avec des informaticiens
pour développer un standard qui serait, comment dire, le standard auquel un assureur accepterait de couvrir une entreprise d'IA. Donc voilà où on en est dans l'état du débat. Moi, je pense que, et c'est mon point, c'est-à-dire que je suis très modestement juriste, je ne suis pas informaticienne, je ne suis pas une spécialiste de l'économie de l'assurance, mais je pense que le rôle des, des universitaires, alors je vais peut-être m'arrêter là parce que comme je disais tout à l'heure, je peux parler pendant des heures. Le rôle des universitaires est justement d'abonder ce débat, de fournir des éléments qui permettent justement d'arriver à un système qui serait quand même de nature à limiter au maximum les risques. Et donc, voilà. Alors, dernier point, et ce sera un peu ma conclusion en forme de contradiction de tout ce que je viens de dire, mais le débat est déjà relativement vif, en tout cas chez certains spécialistes américains. Là, je cite Schwartz et Wolf, qui sont des spécialistes de l'assurance, qui ont écrit dans Lawfare un article fin 2025 disant mais ça va pas marcher, votre histoire ça va pas marcher, ni la responsabilité ni l'assurance ne vont permettre de réduire les risques de l'IA, de les modérer, de les gérer. Pourquoi? Parce que de toute façon, les assureurs n'arriveront jamais à quantifier, ils n'arriveront jamais à déterminer des prix pour les polices qui soient justifiés et raisonnables. Ils finiront par accepter de couvrir certains risques, mais sans regarder spécifiquement l'outil d'IA concerné, mais plutôt en regardant la taille de l'entreprise, en regardant plutôt le secteur d'activité de l'entreprise. Si vous assurez American Express, bon, bien sûr, vous savez quels sont les types de problèmes qui peuvent survenir. Et donc, ces auteurs pensent que cette sorte d'espoir que l'assurance représente pour ceux qui souhaitent de manière ardente voir de vraies stratégies de réduction et de gestion des risques de l'IA, ces auteurs disent mais non, ça peut pas marcher, et ils prennent, alors peut-être que ça nous donnera une occasion de dialogue, mais ils prennent comme exemple l'assurance, ce qui s'est passé pour la cybersécurité, pour l'assurance du risque cyber, en disant bah c'est pas du tout ce qu'on a observé historiquement avec l'assurance du risque cyber. Et donc, voilà, il faut penser à autre chose que l'assurance pour régler ce problème des risques de l'IA. Alors, voilà, comme je vous le disais, je vais probablement voir l'équipe de Mila d'ici la fin de la semaine parce qu'ils sont très investis sur cette idée d'assurance obligatoire. Si on regarde vraiment les risques critiques, les très grands risques, là, il me semble que de toutes les façons, on sort de la logique de l'assurance. Et il y aurait peut-être, là, pour le coup, des questions à se poser sur des fonds de compensation. Les Européens ont proposé depuis relativement longtemps en matière d'IA. Voilà, mais je crois que sur ces risques les plus critiques, on ne pourra pas remplacer une approche par des prohibitions, voilà, on donne toujours l'exemple du robot tueur, mais c'est quand même ce qui vient de faire débat aux États-Unis entre Anthropic et le Pentagone. Et ça, je crois que là, pour ces risques-là, c'est pas l'assurance qui réglera notre problème. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Merci. Alors, j'avais préparé une présentation en me disant peut-être qu'il y a une ou deux diapositives qui va fonctionner, mais finalement, je pense qu'on était plus ou moins sur la même longueur d'onde. Donc, je pense que la plupart des diapositives seront pertinentes. Mais écoutez, il me fait plaisir d'être avec vous ce soir et merci beaucoup, Florence, pour cette présentation très stimulante. Donc, plusieurs réflexions, évidemment, suscitées par tout ça. Qui reviennent, et je reviens au début de votre présentation, lorsque vous parliez finalement de ce spectre entre l'approche ex ante d'une part, l'approche ex post. Et effectivement, on voit en matière d'intelligence artificielle que on dirait que la plupart des législateurs, et bon, j'ai le même problème de ne pas être capable. Bon, voilà, oh, et là, je suis allé trop rapidement. On va y arriver. La plupart des législateurs adoptent cette approche ex ante. Vous l'avez mentionné pour la législation sur l'IA, c'est le cas en Corée du Sud, vous avez nommé Taïwan, il y a le Japon également qui a adopté une loi sur l'IA, mais qui ont toujours cette approche ex ante de dire, bien,
voici ce que vous avez droit et ne pas le droit de développer en tant que système d'IA, et voici les précautions à prendre dans le développement. Donc, on s'inspire en fait du principe de précaution. Vous avez fait référence en matière d'environnement, où normalement, on n'est pas supposé de rendre une technologie disponible avant d'avoir pris certaines mesures pour s'assurer qu'elle n'est pas dommageable, parce que, bon, une fois que la planète est détruite, c'est un peu trop tard pour demander un remboursement des dépenses. On a un peu cette même logique en matière d'intelligence artificielle. Euh, et bon, le Canada était dans la même voie avec l'AIDA, l'Artificial Intelligence, ou la loi sur l'intelligence artificielle et les données, qui est morte au feuilleton avec la démission de, j'allais dire Pierre-Éliott Trudeau, je me trompe de Justin Trudeau à la fin de 2024. Et je suis entièrement d'accord avec vous de cette idée que cette approche-là ne s'exporte pas très bien. Il semble y avoir des problèmes, et notamment parce qu'elle est très transversale et traite tous les systèmes d'IA de la même façon. Et la voiture sans conducteur, c'est une chose. Le robot tueur, c'est une autre chose. L'IA, les grands modèles de langage, c'est dans une autre catégorie. D'ailleurs, la preuve que ces lois sont difficiles à adapter ou s'adaptent difficilement, on se souviendra que, en fait, le règlement sur l'IA était supposé sortir en 2022. Maintenant, il est arrivé quelque chose. ChatGPT a été rendu public. Là, tout d'un coup, les législateurs se sont dit, ah, tiens, on n'avait pas pensé à ça. Et donc, il faut retourner à la table à dessin et essayer de développer d'autres approches. Et donc, je suis assez d'accord que l'approche ex ante est problématique. L'approche ex post, bon, pour des raisons que vous savez, vous connaissez probablement mieux que moi, elle a été abandonnée en Europe puisqu'il y avait ce projet de directive sur la responsabilité en matière d'IA qui a été abandonné. Mais après, si on regarde, dans le fond, l'existant, et si on tente d'appliquer l'existant, et j'y reviendrai, ben, ultimement, c'est une approche ex post. Bon, j'avais prévu certaines choses qui, donc, clairement, on va passer tout ça, et je vais peut-être me rendre à l'ordinateur et faire ça debout pour éviter là parce que clairement le tout n'avance pas aussi bien que je l'aurais voulu. Donc, je regardais les différents types d'approches normatives que je mentionnais, donc au niveau de la portée notamment, est-ce qu'on y va avec des législations plus spécifiques ou plus générales, et au niveau surtout du type d'approche. Et j'aime bien me référer au texte d'une amie, en fait, Riyad Jufrida, qui est professeur au Collège de William and Mary en Virginie, où j'ai la chance d'être professeur invité durant plusieurs années, en fait, jusqu'au passé récent, où je ne veux plus mettre les pieds aux États-Unis pour des raisons que vous comprendrez. Ma collègue est beaucoup plus courageuse que moi sur ce point. Donc, Well a analysé finalement toutes les approches qui étaient mises de l'avant par la doctrine pour se rendre compte que finalement, il y avait 4 grands courants en matière de réglementation ou de responsabilité pour l'IA. La première qu'elle a appelée laisser l'IA tranquille, c'est cette idée de on légifère pas, on ignore simplement, on laisse tout ça qu'on. Ensuite, appliquer le bon sens à l'IA, bien, c'est de finalement faire les parallèles entre l'intelligence artificielle et ce qui est existant. Le troisième, c'est accorder la personnalité juridique à l'IA, qui était un peu à la mode il y a quelques années, qui a été rejeté du revers là depuis. Et finalement, ben, l'adoption de nouvelles règles, et c'est là où on est, là où on était dans la présentation de ma collègue. Bon, accorder la personnalité juridique à l'IA, on peut l'écarter dès maintenant. C'était encore une fois une proposition à la mode il y a quelques années, une proposition qui aujourd'hui est un peu ridiculisée, et ben, les tribunaux, ou du moins un tribunal, et bon, c'est le CRT, on s'entend que c'est pas la Cour suprême, c'est le Civil Resolution Tribunal de Colombie-Britannique. C'est un plus ou moins l'équivalent de la Cour des petites créances ici, là, donc on ne va pas prétendre que c'est la jurisprudence qui fait qui clôt le dossier, mais il reste que dans une affaire impliquant Air Canada, où Air Canada avait un chatbot sur son site web, et le chatbot a donné une fausse information à un passager. À cause de ça, le passager a engagé des frais auxquels il ne s'attendait pas. Bien, lorsqu'il a poursuivi Air Canada, la défense d'Air Canada est à dire, ben, c'est pas nous, c'est notre chatbot. Et donc, on n'est pas responsable de ce que le chatbot aurait pu dire. Et le juge est venu dire, écoutez, vous moquez de moi si vous pensez que je vais vous dire qu'effectivement, le chatbot est une personne distincte d'Air Canada et que vous ne serez pas responsable de son application. Mais si on regarde, et pour revenir un peu à
à ce que proposait ma collègue au niveau de, bon, parler de responsabilité des produits défectueux. En fait, au Québec, produits défectueux, en fait, c'est la responsabilité pour le défaut de sécurité des biens, mais il y a aussi une autre série de dispositions dans le Code civil du Québec sur ces dispositions relatives à la responsabilité pour le fait autonome du bien. Et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier au Québec parce que dans la législation française, dans le Code civil français, on ne retrouve pas vraiment cette idée du fait autonome des biens, du moins pas rédigé de la façon que ça l'est au Québec et encore moins aux États-Unis. Et d'ailleurs, j'oserais dire qu'à mon avis, l'exemple du chatbot qui encourage quelqu'un à à se suicider, voir les hallucinations, je ne qualifierais pas ça de défaut de sécurité, voire même de produit défectueux, parce que ultimement, l'outil fonctionne de la façon qu'il est supposé fonctionner. L'information qu'il donne n'est peut-être pas la meilleure information, mais comme on dit en anglais, là, lorsqu'on parle des hallucinations, d'ailleurs, je préfère d'autres expressions qu'hallucinations. Il y a un des auteurs américains qui, dans un article intitulé ChatGPT is bullshit, où ils ont repris la théorie de la bullshit de Harry Frankfurt, qui est qui était, je pense peu importe, bref, anthropologue, historien qui s'intéressait à la politique, il a dit finalement, les politiciens ne sont pas des menteurs, contrairement à ce que l'on pense, ce sont des bullshitters. La différence entre le mensonge et la bullshit est la suivante. Le menteur sait que ce qu'il dit est faux. Le bullshitter n'est pas intéressé à savoir ce qu'il dit, si c'est vrai ou faux. Tout ce qu'il veut, c'est vous convaincre qu'il a raison. Et en tant que professeur d'université, pour ceux et celles, et on est quelques-uns dans la salle, on comprend très bien cette situation-là. Lorsque les étudiants répondent à l'examen, ils ne savent pas quelle est la bonne réponse, vont marquer à peu près n'importe quelle information dans l'espoir d'aller chercher quelques points. Ben là, ça, c'est pas du mensonge, c'est de la bullshit. Et ChatGPT, en fait, c'est exactement ça. ChatGPT, les grands modèles de langage, lorsqu'on parle d'hallucination, ultimement, c'est ça. On donne une réponse, que ce soit une bonne ou une mauvaise réponse, l'objectif n'est pas de nous mentir, l'objectif est de nous donner une réponse qui, statistiquement, est probable et, ultimement, donc, pas certain qu'on peut prétendre que c'est un bris de sécurité ou que c'est un produit qui est défectueux, en l'occurrence. Donc, justement, moi, j'aime bien disposition plutôt que de parler de produits défectueux et de défauts de sécurité, je reviendrai. Je préfère nos dispositions relatives au fait autonome des biens, qui dit que finalement, bien, si un bien agit de façon autonome, et un système d'IA est nécessairement un bien, hein, si c'est pas une personne, c'est un bien. Donc, le fait autonome de ce système d'IA cause un préjudice. Et à ce moment-là, la personne qui est gardien de ce bien sera tenue responsable. Et comment on établit l'autonomie? Ben, s'il y a une absence d'intervention humaine directe ou une forme de mobilité ou de dynamisme, et la jurisprudence est de nous dire que le dynamisme, en l'occurrence, bien, c'est lorsque il y a personne qui a joué un rôle actif. Donc, on peut très bien appliquer cette disposition, mais la problématique, et je reviens à ce que vous disiez par rapport à la négligence du développeur et à savoir qui est le mieux placé, c'est d'identifier cette personne du gardien. Parce que qui a la garde, finalement, qui a ce pouvoir de surveillance, de contrôle, cette capacité de prévenir les dommages, bien, on peut penser à une panoplie d'individus dans la chaîne de développement, de fabrication, et donc de dire, bien, finalement, lorsque le risque est alloué à la personne la mieux placée pour le réduire, je reprends vos propos, bien, laquelle de ces personnes, ultimement, est la mieux placée? Et vous parliez de l'affaire Tesla en Floride. Moi, j'aime bien parler de l'affaire Uber à Phoenix. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers, donc une voiture Uber percute un piéton. Et ce qui s'est produit, en fait, c'est que vous voyez ici en rouge, c'est le piéton, la voiture est là et détecte qu'il y a un piéton. Mais en fait, détecte un cycliste. Pourquoi? Parce que le piéton traversait la rue en poussant sa bicyclette. Et donc, le système d'IA pensait que c'était un cycliste et non un piéton et a fait le calcul disant quelqu'un en vélo roule en moyenne à 20 km/h. Donc, le temps que moi je me rende ici, ben, le vélo va avoir traversé la route déjà.
Malheureusement, comme c'était un piéton, il était plutôt à 5 km/h qu'à 20 km/h, donc la voiture s'approchait et voyait qu'elle allait percuter le piéton, pardon, et donc a annoncé au pilote, parce que c'est un test, on était encore en train de tester là, le système, et donc il y avait un pilote de secours qui était là, une dame, Madame Rafaela Vasquez, et donc il y a une alarme qui sonne pour dire à Mme Vasquez de prendre le volant, de prendre contrôle de la situation parce que l'IA ne comprend pas ce qui se produit. Malheureusement, Mme Vasquez n'a pas été assez réactive et on percute le piéton. Et là, c'était fascinant de voir tout d'un coup où Uber disait, ah, ben, c'est pas nous qui est responsable. Volvo, qui était le fabricant d'automobile, a dit, ben, c'est pas nous parce que Uber a désactivé les mécanismes de sécurité de Volvo pour installer son système. Volvo disait ben, il y avait un pilote qui devait prendre le contrôle. Donc, ultimement, qui a été tenu responsable? Ben, c'est la pauvre Madame Vasquez. Je dis pauvre, semble-t-il, selon la preuve qui a été déposée, qu'elle est en train de regarder la voix sur son cellulaire lorsque ça s'est produit, et c'est pour ça qu'elle n'a pas réagi. C'est ce qui a été déposé en preuve par la poursuite. Je ne saurais vous dire si c'est vrai. Donc, ça vous démontre que, ultimement, la problématique est celle de savoir ben, qui est le mieux placé pour contrôler le risque. Il y a toujours cette possibilité au Québec également d'invoquer le défaut pour la sécurité du bien, donc ce qu'on appelait la responsabilité pour le produit défectueux. Mais encore là, faut-il démontrer que le produit est réellement défectueux donc que les risques et dangers qu'il comporte ne sont pas connus. Je reviens au grand modèle de langage. Les hallucinations sont des risques bien connus. La fausse information qui peut en découler est un risque bien connu. Donc, est-ce qu'on pourrait vraiment prétendre que, en l'occurrence, il s'agirait d'un réel défaut de sécurité? Je n'en suis pas certain. On peut le constater dans d'autres cas, encore une fois, pour le fameux robot tueur, pour la voiture sans conducteur, on aurait peut-être omis quelque chose. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, le critère, bien, c'est l'état des connaissances. Et on a eu des cas dans le passé où, effectivement, on n'a pas retenu la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'on considérait que la personne avait appliqué l'état des connaissances telles qu'elles existaient. Donc, on pourrait effectivement évoquer ce même moyen de défense. Quant à la question de l'assurabilité et de l'assurance, on en parlait, les parallèles avec la cybersécurité, on pourra en discuter, ils sont effectivement intéressants. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à enseigner le droit et la cybersécurité en 2009, j'avais trouvé une place dans la francophonie où une institution, une compagnie d'assurance qui offrait une assurance cybersécurité. Alors qu'aujourd'hui, des assurances cybersécurité, il y en a à peu près toutes les compagnies d'assurance en offrent. Donc, évidemment, il y a eu cette période d'adaptation, à savoir comment on assure, qu'est-ce qu'on assure, et effectivement, est-ce que le fameux robot tueur sort de cette logique de l'assurance? Comment gérer, comment identifier les risques et comment les chiffrer? Mais ça, c'est une problématique qui existe depuis le début des technologies. Aux États-Unis, tout leur système est basé sur cette affaire T.J. Hooper versus Northern Barge, qui, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec la cause, c'est l'affaire d'un bateau qui est parti en haute mer avec une cargaison et qui a perdu sa cargaison parce qu'il y avait une tempête. Et là, lui a dit que c'était pas de sa faute, la tempête, il ne pouvait pas la prévoir. Et donc, là, j'ai Act of God en tête, j'oublie le terme en français. Force majeure, merci beaucoup. Donc, plaider la force majeure. Le propriétaire de la cargaison a dit, vous ne pouvez pas plaider la force majeure parce que si vous aviez écouté la météo, vous auriez su qu'il y avait une tempête. Et la réponse a été, je ne peux pas écouter la météo. On était en 1937, si ma mémoire est bonne, dans ces eaux-là. J'avais pas de radio sur mon bateau. Et la Cour est venue dire, ben, écoutez, c'est de votre faute. La radio écoutait, c'était accessible comme technologie. Vous auriez plus facilement vous en procurer une radio et donc limiter ce risque. Et donc, qui est la personne la mieux placée pour limiter le risque? En l'occurrence, c'est celle qui se serait procurée la radio. Et là, si on revient aux des compagnies d'IA, qui est la mieux placée pour éviter le risque?
c'est certainement pas la victime. Donc, dans le cas de justement de l'agent conversationnel, c'est la personne qui commercialise cet agent conversationnel. Donc, je pense que avec le temps, on va être capable de mieux établir, mais comme en cybersécurité, il y a comme les Américains disent, c'est growing pains, hein, ou ces périodes initiales où ça va être un peu plus difficile d'identifier. Et c'est le rôle des tribunaux. Et je sais que mon collègue ici, Vincent Gautret, qui dit qu'il faut faire confiance aux tribunaux plutôt que de toujours adopter des nouvelles lois pour citer Montesquieu qui disait il faut légiférer d'une main tremblante. Bien peut-être que on devrait prendre bonne prendre connaissance de ces écrits et tirer les conclusions qui se doivent de cette suggestion. Je me permets une petite annonce personnelle avec ma collègue Marie-Ève Lacroix. On a écrit en 2023 un livre sur la responsabilité et l'intelligence artificielle. Et dans la conclusion, Marie-Ève, c'est elle qui a tout le crédit pour cette section-là, expose comment justement le régime d'assurance au Québec pourrait être adapté en l'occurrence, notamment l'assurance sans responsabilité, notamment pour les voitures sans conducteur, puisque c'est un exemple parmi tant d'autres. Sur ce, je me tape parce que j'ai l'impression que j'ai déjà dépassé le temps qui m'est alloué. J'espère que ça permettra de lancer les réflexions. Merci à vous deux. Non, il nous reste conformément à l'objectif souhaité une trentaine de minutes avec l'audience tant en présence qu'à distance. J'aimerais, souvent c'est casser la glace, je vais m'autoriser cet office-là, mais Florence, vous avez semblé remettre en cause l'idée justement de la responsabilité qui peut être associée à celui qui contrôle. Parce que ça semblait être l'élément central sur lequel Nicolas Delvin porte. Alors, moi, c'est justement la question que j'aurais voulu poser sur la détermination du gardien, c'est-à-dire sur un certain nombre de systèmes d'IA, qui est le gardien? Parce que spontanément, le gardien, est-ce que ce n'est pas l'utilisateur? Et à ce moment-là, si c'est l'utilisateur, est-ce qu'il n'est pas supposé, je sais pas moi, se rendre compte que justement son chatbot est en train de raconter un peu n'importe quoi? En fait, si on se fie à la jurisprudence, les tribunaux ont interprété le rôle du gardien comme étant, le personnage du gardien comme étant celui qui a un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle, et qui a la capacité de prévenir les dommages. Donc, si on prend la voiture sans conducteur, par exemple, bien évidemment, le passager, bien qu'il pourrait être propriétaire de la voiture, n'en sera certainement pas le gardien, puisque s'il n'y a pas de volant dans la voiture, je peux pas, ou il n'y a pas de pédale de frein, je peux pas freiner. Pour le grand modèle de langage, pour le chatbot, qui a le contrôle sur le chatbot, qui ultimement peut lui dire quoi faire, quoi ne pas faire? Est-ce qu'il y aurait une garde partagée, entre guillemets, entre prenons ChatGPT pour que ce soit plus facile pour l'exemple. Donc, entre OpenAI et moi, utilisateur du logiciel. Après, évidemment, il y a un élément qu'on n'a pas du tout couvert, c'est tout le cadre contractuel. Parce qu'il y a la plupart de ces chatbots, vous acceptez, et là, on peut discuter longuement à savoir est-ce que ces clauses-là sont justes, est-ce que on peut nous poser aux gens qui utilisent l'outil. Mais il reste que, je vous rappelle que les conditions d'utilisation de la quasi-totalité des chatbots et des grands modèles de langage, je vous rappelle que même quand ils vous donnent des outils faits pour vous donner des conseils bien spécifiques, c'est quand même uniquement des fins ludiques. C'est dans les conditions d'utilisation. On a fait l'exercice avec. Alors, j'ai pas vu les conditions d'utilisation en français. J'ai vu les terms and conditions qu'on a en Californie, et on a fait l'exercice avec un groupe d'étudiants de regarder les terms and conditions, les conditions d'utilisation d'OpenAI, qui n'est responsable d'absolument rien du tout. C'est très bien fait, c'est extrêmement. Et donc voilà, donc c'est pour ça que les litiges, là, je pense que tous les litiges sur les suicides sont quasiment tous en Californie pour la grande majorité d'entre eux, puisque les entreprises, c'est là qu'elles ont leur siège. Et ça va être intéressant de voir comment évoluent ces dossiers. Mais sur la question du contrôle, alors je pense que
Par exemple, sur une affaire, moi je connais mieux l'affaire Tesla parce que pour le coup, Tesla a été condamné, c'est-à-dire que c'était une juridiction de Floride c'était l'histoire d'un conducteur qui n'a rien respecté, c'est-à-dire que aujourd'hui vous avez un véhicule Tesla avec ce module autopilot. En l'occurrence, c'était en 2019 que l'accident s'est produit, donc on n'était pas encore dans les modèles d'aujourd'hui, mais vous êtes supposé garder les mains sur le volant, regarder la route. Et d'ailleurs, il y a une sécurité qui fait que quand vous retirez vos mains, vous avez un bip, enfin, la voiture. Bon, or, pour quelque raison que ce soit, il est en train, lui, de réserver un voyage, des vacances sur son téléphone. Il a fait tomber son téléphone en réservant son billet d'avion. Il s'est baissé pour, voilà. Et là, la voiture a avancé, elle a grillé un stop et elle a foncé dans un véhicule. Elle a tué 2 personnes. Et donc, il était clairement en faute, ce conducteur. Donc, le procès a été voilà. Mais le juge, pour la première fois, donc grand témoin dans les cabinets d'avocats qui gèrent ces contentieux-là, a quand même condamné Tesla à prendre en charge un tiers du dommage en disant que l'autopilot, enfin, il y aurait dû avoir de meilleures sécurités pour empêcher un accident de cette nature. Et comme souvent aux États-Unis, je ne me souviens plus du chiffre, enfin les millions de dollars pardon, de dommages et intérêts punitifs ont été quand même assez importants. Mais je pense que et là je me trompe peut-être de cause Tesla, mais c'est dans cette cause-là aussi, il me semble, où l'un des arguments qui avait été invoqué par monsieur, c'est malgré les conditions d'utilisation, il avait mis en preuve des témoignages de Elon Musk qui disait, vous pouvez vous coucher dans la voiture, vous faites dormir, vous faites ça, j'avais pas faire. su ça, oui. Mais ça, je suis pas certain que c'est dans cette cause-là, mais dans une cause Ouais. Tesla où justement on a mis en preuve des témoignages à la télévision d'Elon Musk qui disait finalement le contraire de ce qui est prévu dans le contrat. Et donc, on disait, ben, vous ne pouvez pas d'une prétendre vendre la voiture sur le fait que le conducteur n'a pas apporté attention à la route et ensuite, dans les conditions d'utilisation, dire le contraire. Et ce qui était, là, c'est une petite parenthèse, qui était fascinant par rapport à ça, c'est que les avocats d'Elon Musk se sont objectés à l'admissibilité en preuve de ces entrevues qui étaient faites avec CNN et autres, en disant ce sont des faux. Ce sont des hyper-trucages. Et donc, on a dû démontrer que c'était des vrais reportages et que ce n'était pas des hyper-trucages, en l'occurrence, des deepfakes. Hyper-trucage étant le terme français de deepfake. Mais donc dans un cas comme celui-là, où on est quand même censé garder sa main sur. Moi, je veux bien admettre qu'on est encore gardien, enfin qu'on a encore voilà une forme de contrôle. Quand vous regardez aujourd'hui les Waymo, les véhicules Waymo que moi j'utilise de temps en temps, vous êtes assis à l'arrière Et vous avez accès. Absolument aucun moyen. Si la voiture fait quelque chose qui ne va pas, moi je ne sais pas du tout comment intervenir pour l'empêcher de le faire. Et donc là, on est complètement dépourvu de tout contrôle sur le véhicule, quel qu'il soit. Et donc dans ces cas-là, voilà. Alors après, dans les quelques échanges que j'ai pu avoir avec les compagnies d'assurance, elles m'ont dit, mais sur ces risques-là, c'est pas ça qui nous inquiète le plus, parce qu'elles ont tendance à considérer que économiquement c'est viable et que de toute façon le volume des accidents qui sera généré par ces voitures autonomes sera à peu près comparable, voire inférieur à celui qui est généré par l'humain, actuellement par les humains. Donc c'est quelque chose qui demandera une évolution de leur stratégie de couverture, mais qui ne le remet pas complètement en cause. En revanche, moi, ce qui m'inquiète le plus, et là où je me dis, à mon avis, il y a beaucoup plus de discussions à voir, c'est tout ce qui relève des interactions avec la machine et de la prise de décision, quelle que soit d'ailleurs la décision. Et là, sur les affaires, alors sur les contentieux, sur le suicide, sur l'une de celles que j'ai évoquées, là, cet adolescent, OpenAI est très très agressif dans sa défense et donc mais il a même exigé toutes les pièces et les vidéos des funérailles pour établir que l'adolescent avait des problèmes psychologiques et qu'il il a été conduit au suicide pour des raisons qui étaient indépendantes du chatbot. Et donc là, on est dans des choses qui sont beaucoup plus difficiles à déterminer. Et voilà, alors en Europe, on va traiter ces questions au niveau des droits nationaux, avec des systèmes juridiques. Moi, c'est là que je vois la grande différence, où on n'a pas, en tout cas en droit français, de moyens d'obtenir les données de la part des entreprises d'IA, comme peuvent le permettre les procédures de discovery et
d'investigation qu'on a, en tout cas aux États-Unis et probablement en droit canadien jusqu'à un certain point, en tout cas pour le versant de common law. En même temps, pour OpenAI, je me demande s'il n'y a pas un aveu de leur part du fait que, parce on sait tous que quand ChatGPT a été commercialisé, ChatGPT était basé sur GPT-3. Ben, si c'est GPT-3, il y a nécessairement un GPT-1 et un GPT-2 avant. Et en fait, GPT-2, 2019, était supposé être commercialisé et à la dernière minute, OpenAI a décidé de ne pas le rendre public. Et j'ai même une découpure de journal, un article sur Internet où il explique la raison pour laquelle ils n'ont pas rendu GPT-2 disponible. C'est parce qu'ils considéraient que c'était trop dangereux, parce qu'on pouvait donner des fausses informations et inciter les gens à commettre des actes qui pourraient causer préjudice et pour lesquels OpenAI pourrait être tenu responsable. Et donc, ils avaient cette conscience d'esprit à l'époque de la commercialisation, ou à l'époque de la quasi-commercialisation de GPT-2. Ultimement, ils ont décidé de ne pas aller de l'avant. Pourquoi est-ce que 3 ans plus tard, ils ont décidé que finalement, le produit GPT-3, qui était plus performant, ne causait plus ces problèmes? Ma lecture, c'est parce qu'ils voyaient Anthropic et les autres arriver avec leurs propres outils et ils se sont dit, ben, si on le sort pas en premier, ben, on va se faire manger la laine sur le dos. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je spécule ici. Mais quoi qu'il en soit, ils ont décidé de rendre l'outil disponible alors qu'ils sont conscients des conséquences puisqu'ils avaient eux-mêmes décidé de ne pas le rendre disponible auparavant pour ces mêmes raisons. Oui, là, si je peux, OpenAI, et ils ne sont pas les seuls, parce que c'est vrai, à mon avis, de tous les grands développeurs, ils sont dans cette coupe. Je pense que c'était un peu moins d'1 an, il y a eu un update, ça devait être non, GPT-4, Ouais. qui s'est révélé ce qu'ils appellent ça sycophantic, c'est-à-dire c'était un update du modèle qui faisait en sorte que le modèle, c'est très vrai quand on interagit avec ChatGPT, beaucoup plus qu'avec Claude, il, euh, il est très flatteur, il renforce toujours l'utilisateur dans ses convictions. Et donc, en l'occurrence, c'était tellement exagéré la machine, et c'est là qu'il y a eu des affaires sur des gens que la machine avait convaincu de cesser leurs traitements médicaux, de cesser d'aller voir leur médecin, etc. Parce que l'idée de la machine est d'aller toujours dans le sens de l'utilisateur. Et donc ça a été établi. Les propres équipes internes d'OpenAI avaient dit ne le sortez pas, c'est dangereux, ne le sortez pas, et ils y sont allés quand même. Et donc ça, c'est une des plus grosses difficultés avec ces modèles qu'on sort sans qu'ils soient suffisamment testés.